Henri-Georges Clouzot fait partie des grands réalisateurs français classiques des années 40, 50. En 1960, enfin 57, 58, 59, il y a la nouvelle vague qui arrive, qui va chasser tous ces grands réalisateurs. Donc on les appelle en France les classiques. Mais il est avec Autant Lara, avec à l'époque il y a du Vivier aussi qui tourne, qui a un petit peu les mêmes thématiques. Il y a Carnet, ça ce sont les grands metteurs en scène de l'époque. Savoir quelles sont ses influences, je sais juste que il était dans les années 30 en Allemagne et il a vu les films de Murnau là-bas et il a raconté avoir été très très influencé par l'expressionnisme allemand. C'est une influence, je crois, majeure qu'on retrouve dans les jeux d'ombre de ces films. J'ai entendu. En 1935, il a la tuberculose et il est envoyé en Haute-Savoie puis en Suisse. Il va rester pendant à peu près 5 ans couché dans un sanatorium. Il a lu des milliers de livres et c'est là il a compris comment marchait une histoire, ce qu'était la narration. Il a compris les livres des autres, comment ça se fabriquait et il a compris aussi comment on pouvait ces scénarios que lui il avait commencé à bricoler soit avec son frère, soit tout seul, comment on pouvait les rendre meilleurs. À la fin de la guerre, il a été ce qu'on appelle épuré, c'est-à-dire qu'il avait tourné Le Corbeau, et donc en 1944, il a été interdit de tourner pendant 4 ans. Il n'avait plus le droit de toucher une caméra, plus le droit d'approcher un plateau. Donc c'est quelqu'un dont on se méfie pas mal. Il n'avait pas du tout collaboré, mais comme 75 ou 80% des gens qui travaillaient dans le cinéma français, ils étaient employés par les Allemands, donc il avait fait juste comme les autres. Mais il avait été épuré et il en avait beaucoup souffert. Dans les années 50, là, enfin, c'est quand même quelqu'un de trouble. Dans le milieu du cinéma, sa réputation, c'est d'être un très bon metteur en scène, un des tout meilleurs. Les critiques louent sa grande maîtrise du langage cinématographique, mais la plupart regrettent déjà la noirceur extrême de son cinéma. C'est un peu ça son image. Il n'a pas eu encore un énorme succès. Le premier couronnement de sa carrière va être le Salaire, qui va être un triomphe en France. Il va obtenir la Palme d'Or. Et le gros, énorme succès, ça va être son film suivant qui sera Les Diaboliques. Et là, pendant des années, on va garder de lui cette image de maître du suspense, alors que c'est pas du tout le Hitchcock français. Il a fait ses griffes, il a fait ses dents sur des petites choses un petit peu policières, sur Le Corbeau qui était déjà très très noir. Là, en même temps, il a toujours l'exploration de ses thèmes préférés, mais en plus avec une ampleur dans la mise en scène. Il avait déjà réussi des scènes de foule ou des morceaux de bravoure dans Manon. Là, quand même, il y a au moins 1 heure et quart où on est dans la mise en scène pure, où il faut faire peur avec juste de la nitroglycérine, ou avec un pont qui est en train de plus ou moins tomber, ou avec un bain de pétrole. Il est arrivé à une maîtrise technique absolument extraordinaire. Pour comprendre un petit peu le cinéaste Clouzot, il y a quelques éléments essentiels de sa vie. Je crois que c'est quelqu'un qui est profondément pessimiste. Quand j'essaie de le comparer, c'est un doux euphémisme, quand je le compare à un Duvivier, et aussi la première image qui me vient, c'est l'écrivain Céline. C'est un de ses scénaristes, Ferry, un scénariste de la première époque, qui racontait qu'il a travaillé pendant 4 ans avec lui. Et tous les jours, il allait le voir. Et tous les matins, il sonnait chez Clouzot. Et il lui disait « Ça va, Henri-Georges ?» Et l'autre lui disait « Non ». C'est quasiment tous les gens qui ont travaillé avec lui, et techniciens, acteurs que j'ai rencontrés, étaient d'accord pour dire que c'était quelqu'un qui était irascible, quasiment toujours en colère. Je pense qu'au fond de lui, il devait y avoir une rage, une frustration et sûrement
Je pense que ça devait être quelqu'un qui était très névrosé et on peut dire aussi très dépressif. C'est aussi important de le savoir. C'est son frère qui me l'a dit, incapable de comprendre un trait d'humour. Il ne comprenait pas un jeu de mots, il ne comprenait pas une plaisanterie. C'est pour ça que son cinéma est souvent très 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 sérieux. On pourra parfois dire un peu pesant, mais il n'y a pas d'humour, jamais. Je réfléchis, à part dans Miquette et sa mère, qui je trouve un Clouseau un peu mineur, où là il a essayé de faire l'adaptation d'une opérette avec Bourvil, qui était le grand acteur comique français, et qui est plutôt pas très réussi. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'humour dans son cinéma. Mais je pense que c'est quelqu'un, comme disait son frère, qui en était complètement dépourvu. L'autre chose de la personnalité de Clouseau qui peut un peu expliciter son cinéma, c'est, je pense, son obsession pour le sexe. Il a fait des photos dans les années 60. Il y a eu un recueil qui a été publié chez Bourgeois. Il a failli, alors ça on ne le sait pas beaucoup, mais il a failli tourner en 74 un film pornographique pour Francis Michkin, L'affaire à capoter. Pendant des années, il a essayé de monter Histoire d'eau. Bon, dans Le salaire de la peur, c'est un film qui est très, comment dirait-on, sexué. Mais ça, c'est un des moteurs de ces films, c'est aussi le sexe, quand même, je crois. Dans Le salaire de la peur, il y a une scène qui me semble symbolique et symptomatique de son cinéma, c'est la scène d'ouverture du film. On voit des cafards qui se débattent plus ou moins, et la caméra va se reculer, et on voit en fait que c'est un gamin qui est en train de les tourmenter. Il y a quasiment la même scène dans l'ouverture du film de Sam Peckinpah, la Horde sauvage, The Wild Bunch. Et là, ce sont des enfants qui ont plongé un scorpion ou deux scorpions au milieu d'une fourmilière. Et le cinéma Clouseau, j'ai l'impression que c'est ça. Un cinéma d'entomologiste, filmer une humanité qui est souvent une humanité très très noire, avec des êtres humains qui ressemblent peut-être pas à des cafards, mais qui n'en sont pas loin. Fondamentalement, à chaque fois dans ses films, il voulait faire une espèce de radiographie de l'âme humaine. Je pense que quand il fait aussi Le salaire de la peur, qui a des allures de gros blockbusters français comme ça, film d'action, c'est en même temps une peinture de personnages absolument formidables. Je pense qu'il a été, pendant toute sa carrière, à la recherche de ça. Percer un petit peu la noirceur de l'âme humaine, la donner à voir, comme dans Les Diaboliques, encore dans La Prisonnière. Il y a une scène comme ça, assez, je trouve, emblématique de l'œuvre de Clouseau dans le Corbeau. C'est Freinet avec l'ampoule, et on voit l'ombre qui se déplace sur le visage. Après, il y a des expériences formelles. Je pense que Le salaire de la peur, je pense qu'il l'a fait aussi parce que, pour moi, Clouseau est un des plus grands formalistes du cinéma français. C'est William Friedkin qui dit tout le temps que la poursuite automobile est la chose la plus cinématographique qui soit. Et on a un film où là, pendant 1h30, on a 2 camions, 4 hommes, du dialogue, mais pas tant que ça, et il faut mettre en scène, trouver un moyen de faire du suspense avec ça, et il y arrive formidablement. Et maintenant, l'image qu'on a, c'est surtout l'image du réalisateur du Salaire et des Diaboliques, quoi. Un grand metteur en scène qui donne aux acteurs des très grands rôles, et puis qui joue beaucoup soit sur les nerfs du spectateur, soit avec le suspense ou avec des scènes d'action comme le Salaire. C'était en même temps quelqu'un qui avait 2-3 obsessions thématiques, mais aussi ce formalisme. Et là, je pense que c'est vraiment un grand film formaliste, le Salaire.